Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Clique dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions. On parle de jeux vidéo, de littérature, de manga, d'animé et évidemment, on ne pouvait pas faire cette émission sans parler de South Park. Et pour parler de South Park, j'ai un plateau, non pas de comiques, mais bien d'experts en la matière. Apolline, tu es autrice d'un livre sur le sujet que je recommande à tout le monde. Merci. Bienvenue, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. À tes côtés, nous avons William. William, bienvenue. Tu es comédien, mais tu es aussi l'adaptateur de South Park, le directeur artistique également. Tu es comédien de doublage aussi, donc sur South Park. Je suis extrêmement ravi de t'avoir avec nous, puisqu'on a déjà eu une expérience professionnelle. Et je suis très, très content que tu sois avec nous. Sur un dessin animé concurrent, dont on ne parlera pas. Si, on en parlera tout à l'heure. On en parlera. Absolument. Romain, bienvenue. Tu es journaliste chez Gameblog. Tu es un habitué, j'ai envie de dire, puisque tu étais déjà venu nous voir pour l'épisode sur les Tortues Ninja. Voilà. Je parle de tout sauf de jeux vidéo chez toi. Exactement. C'est formidable, ça me change. T'inquiète pas, on va faire en sorte que tu viennes parler de jeux vidéo également. Aujourd'hui, en tout cas, on va parler de South Park. Et il faut bien dire une chose, c'est qu'il y a énormément de choses à dire. Et j'ai envie qu'on commence par le début, la genèse. J'aimerais vous poser la question, par où commencer quand on parle de South Park? J'ai envie de dire par leurs créateurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Trey Parker et Matt Stone, deux potes d'école en fait, qui se sont rencontrés à une école de cinéma. Et le courant est bien passé. Et assez vite, ils se sont lancés dans des projets, parce qu'avant South Park, il y a déjà une comédie musicale, Cannibals, The Musical, qui est tirée d'un fait divers, enfin, si on peut appeler ça un fait divers, un petit morceau d'histoire américaine qui est complètement sordide sur les traversées, une traversée du pays de part en part qui s'est terminée par des actes de cannibalisme, parce que la traversée s'est pas passée comme ils l'espéraient. Enfin bref, ils ont commencé comme ça, et ensuite, de fil en aiguille, ça a mené jusqu'à South Park. C'est vraiment résumé. Oui, on va s'attarder un petit peu sur Trey Parker et Matt Stone. Apolline, tu connais un petit peu l'histoire de... Je connais très bien. De toute façon, je pense que l'histoire de South Park, c'est vraiment Trey Parker et Matt Stone. Trey Parker, c'est le gamin du Colorado qui, je pense, s'ennuie un peu à l'école, qui est fan des Monty Python, surtout. Je pense que ça se voit beaucoup après dans South Park. Mais c'est le genre de gosse qui, à 11 ans, monte une pièce de théâtre à la kermesse où il fait exploser la tête d'un de ses copains. Il fait gicler du faux sang sur tous les gamins qui sont là. Et les parents appellent scandalisés. Enfin, je pense qu'on voit tout de suite... le gamin, et puis on a Matt Stone à côté qui est un peu dans le même genre, qui est aussi fan de cet humour-là, mais qui est aussi un génie des maths, et donc qui débarque à la fac et qui veut faire de la musique, mais son père lui dit peut-être faire un peu des maths aussi, c'est quand même un peu cool, donc ils se retrouvent tous les deux comme ça, entre réalisation et cours de maths quand ils ont le temps. Ils s'ennuient un peu, ils font du papier découpé, ils commencent à monter des trucs pour faire rire les potes, et c'est l'histoire d'une rencontre, quoi. Clairement, ils ont cet humour très Monty Python, ils ont... Enfin, on les voit, voilà. C'était eux deux et South Park, c'est eux deux, quoi, je pense. Et William, toi, quand South Park arrive entre tes mains, est-ce que tu te rends compte, tu te renseignes un petit peu sur les créateurs ou Non, pas vraiment, parce que dans le doublage, on travaille relativement vite. Canal a proposé à une société de doublage pour laquelle je travaille en tant qu'auteur d'adapter South Park. J'avais adapté pas mal de programmes je venais de faire un programme Disney, pour te situer, tu vois, c'est pas du tout le même univers. Et j'avais fait quelques trucs un peu rigolos pour eux, et ils connaissaient mon humour, parce que je les connaissais depuis très longtemps. Et donc, ils m'ont proposé à Canal. J'ai eu un très, très bon contact avec Françoise Raymond, qui a fait énormément pour South Park en France. C'est elle qui a insisté pour que ça soit aussi trash, pour que ce soit du même niveau, pour qu'on ait le droit d'aller aussi loin. On en parlera de l'arrivée en France et de l'adaptation, qui est très important. Mais non, moi, je ne me suis pas renseigné sur. On m'a dit que c'était deux jeunes mecs complètement barrés qui faisaient ça. C'est tout ce que j'ai eu comme info, quoi. J'ai pas eu d'avantage. Mais après, je me suis intéressé à ce qu'ils faisaient, effectivement. Et donc, comment se passe leur rencontre, Apolline, entre les deux, et comment ils en viennent justement à créer South Park? Alors, comment on en vient à créer South Park? Trey Parker, à ce moment-là, avait déjà gagné, je crois, avec un truc qui s'appelait American Horror ou quelque chose, qui était un petit truc monté avec du papier découpé. Il avait déjà gagné un prix.
à la fac et ça avait bien fait rire les potes. Il rencontre Matt et il le convainc de faire en fait ce qui va être presque le pré-pilote de South Park qui s'appelle, je crois que c'est Jesus versus Frosty. C'est ça. Donc on a déjà les persos, on a déjà, voilà, c'est très monté à la main. Et ça va partir de ça en fait, de ce petit animé qu'ils font dans le cours de leurs études. Ça va être repéré après par quelqu'un, mais qui arrive un peu plus tard dans l'histoire. Donc ils montent ça et puis ils montent un petit préquel, juste un petit trailer d'un truc qui en effet parle d'un cannibale qui a traversé, c'est un chercheur d'or, qui traverse la montagne et on veut le mettre à mort parce qu'il a eu recours au cannibalisme pendant, donc on voit tout de suite l'humour, le truc, et c'est une comédie musicale. Ça, c'est important, c'est une comédie musicale. C'est une comédie musicale, comme on va retrouver beaucoup dans South Park. Enfin, c'est vraiment l'histoire de South Park, on la voit déjà là. Si on regarde ces 3 trucs, on a déjà Frosty qui dit « Oh my God, we killed Kenny », donc en anglais, on a tué Kenny. Enfin, déjà, ça a commencé. Eux, ils sentent un peu le coup venir. Je pense qu'ils s'ennuient un peu à la fac. Ils savent qu'ils ont des grands rêves, ils ont envie de faire ça. Et ils partent à Los Angeles, ils essayent de faire financer ce petit trailer qu'ils ont fait. Et ça prend, et ça va devenir un long métrage, donc il s'appelle Cannibal The Musical. Ça va être repris comme ça. Ça marche plutôt bien. Et puis pendant ce temps, leur petit film qu'ils ont fait à la fac, ça tourne. Ça tourne et il y a quelqu'un, comment il s'appelle Alors ça, c'est intéressant, tu dis ça tourne. C'est que c'est... Ça tourne au sein de la fac. En VHS. Puis, en VHS, parce qu'on est à l'époque de la VHS. Exactement, on n'est pas à l'époque d'Internet encore. Ça tourne en VHS, il n'y a pas Internet. Et il y a quelqu'un qui arrive qui s'appelle Brian Garden, qui est un ami à eux, qui travaille pour la Fox, qui repère ce petit clip comme ça, qui trouve que c'est franchement drôle et qui va en faire des copies sur VHS, qu'il va envoyer à tous ses amis comme carte de Noël. Voilà, ça va devenir... C'est incroyable. Sa carte de Noël. Et ses amis disent, c'est vraiment trop bon, il faut en faire quelque chose. Donc il file $2000 à ces 2 gamins du Colorado qui sortent de la fac et il leur dit, mais faites-moi la suite. Faites-moi la suite. Et la suite, c'est Santa versus Jesus. Et Santa versus Jesus, c'est quand même la première histoire du buzz, quoi. Il n'y avait pas de buzz à l'époque, ça va être le premier buzz sur VHS, encore une fois, parce qu'il va recevoir ça, c'est supposé être sa carte de Noël, mais il va la faire passer donc à il a tout le commandé, monde. en fait, il leur a commandé une carte de Noël. Une carte de Noël, donc ça va être ce petit épisode vidéo. animé, Santa versus Jesus, voilà. Il va mettre ça sur VHS, il va en faire je ne sais combien de copies, les gens vont se le passer, vont commencer un peu à le faire passer sur Internet parce que ça commence un peu à démarrer. À l'époque, on raconte quand même que George Clooney, qui jouait dans Urgence, on a fait 300 copies pour la diffuser à tous ses potes. Donc, enfin, voilà, le buzz commence, les gens entendent parler un peu partout, on ne peut plus passer à côté de ça. C'est le buzz, ça démarre sur Internet et c'est là que, clairement, il devient question très vite qu'il faut que ça devienne une série animée. Donc c'est devenu A Christmas Tale, donc ça a un peu mis la légende qui est à l'origine de South Park. Et en fait, c'est le saison 0, épisode 1 et épisode 2, avant même le pilote qui sera fait sur Comedy Central, qui est sorti en 97, donc c'est 5 ans après. Mais est-il vrai qu'un jour, ils étaient à une soirée et quelqu'un a mis la cassette Alors, est-ce que c'est vrai? J'y étais pas. Voilà, mais la légende raconte ça, que les gens ont carrément commencé à leur diffuser le truc en disant « Regarde, il y a 2 types qui ont fait ça, ça va sortir sur la Fox. » Et ils disaient « Non, ça va pas sortir sur la Fox, ce sera sur Comedy Central. » Et les gens commençaient même à leur diffuser à eux. Ouais, mais c'est vraiment le buzz, quoi. Et il y a même des gens qui l'ont dit « Non, mais... Et quand ils ont dit que c'était eux, les gens disaient « Non, mais pas du tout. C'est ça. Ils voient demain MTV, on sait qui c'est. » C'est ça, on les connaît et tout. Mais oui, mais le buzz, quoi. C'est incroyable quand... C'est la première histoire du buzz qui est partie d'une histoire de VHS et de 2 gamins qui ont fait ça à la fac en papier découpé et où ils disaient mais on passait pour des losers absolus. On avait des gens qui faisaient de l'animation façon Walt Disney, c'était sublime, c'était léché et moi j'arrive et je leur montre, regardez, j'ai découpé 4 bouts de papier et j'ai animé ça et ça a pris quoi. Mais il n'y avait pas ça. C'est une vidéo virale à l'ancienne. C'est la première vidéo virale presque, ouais. Et après, ça ne s'est pas fait tout de suite avec Comedy Central, puisqu'il y a plusieurs chaînes qui ont voulu... notamment la Fox. Qui ont voulu signer. Mais là encore, et on en vient à un problème qui sera récurrent avec South Park et Trey Parker et Matt Stone, c'est que certains demandaient des concessions. Ouais. Par exemple, le personnage de Monsieur Hanky, le petit caca de Noël, comme on a pu le connaître en France au début, il ne plaisait pas trop. Ils n'ont pas voulu le supprimer. Et c'est Comedy Central, en fait, qui leur a offert une liberté plus totale. Parce que MTV, par exemple, Trey Parker avait peur que ça devienne un dessin animé pour enfants. Alors qu'à l'époque,
MTV faisait Celebrity Deathmatch, qui était quand même assez gore et assez trash aussi. Mais bon, ils avaient peur de ça. Alors, on recontextualise, c'était des combats entre des personnalités qui s'éclataient la tronche en animation, quoi. C'était la fin des années 90, quoi. Et MTV, c'était quand même représentatif d'une télé qui repoussait des limites, qui innovait, qui tentait des choses, etc. C'était une télé jeune, une télé qui se voulait cool, donc ça pouvait matcher, mais le mariage parfait, c'était avec Comédie Centrale. Alors, le mariage parfait, parce que Comédie Centrale, à l'époque, n'avait pas, il me semble, n'avait pas de programme siglé Comédie Centrale, en fait. Oui. De programme propre à eux. Ça a été le coup de génie, ça a été de miser sur South Park. Ils ont repris ce qu'avait fait la Fox à l'époque. La Fox s'est lancée avec les Simpsons. Comédie Centrale, c'était une chaîne de niche. C'est pas, à l'époque, ça démarrait, il n'y avait pas grand-chose. Et ça a été les premiers... C'est la rencontre parfaite, quoi. Ça a été le programme qui les a lancés. Ils ont vu sur la Fox qu'un dessin animé en prime time, ça marchait, que ça attirait pas les gamins, que ça pouvait fonctionner. Et ils sont allés juste dans le cran du dessus. Et la campagne de communication, quand ça a été lancé sur Comédie Centrale, elle cachait rien de ce qui allait passer, quoi. C'était, vous voulez des sons d'anal, vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'on a installé le contrôle parental, c'est pour ça, venez sur Comédie Centrale. Donc c'était revendiqué. C'était revendiqué. C'est le premier dessin animé qui est classé pour adultes. Et c'est les premiers à avoir fait ce pari, et ça les a clairement... ça a lancé South Park, et ça a lancé aussi Comédie Centrale, qui s'est démarqué comme ça. Et comment est reçu South Park au début ? Très bien. Je pense que le succès, il est immédiat, en fait. Faut attendre genre 2 ou 3 saisons avant que les audiences retombent un peu, mais le buzz a marché tout de suite. Et surtout que t'avais pas vraiment d'équivalent à l'époque, quoi. Enfin, c'était un dessin animé d'apparence très enfantine avec des écoliers très jeunes qui disent des immondices comme ça avec de la vulgarité dans tous les sens. Ça marque. Et en plus des adultes qui sont visés, t'as tous les jeunes moins de 18 ans, on va dire, qui trouvent ça super cool d'avoir un dessin animé vulgaire comme ça. Et donc c'est un ensemble de public attiré par le show, quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas de polémique au début ? Alors, ça a très bien marché sur l'audience. Je crois que c'est presque 1 million de foyers qui ont regardé le premier et genre 7-8 millions à la fin de la saison. Donc, c'était un truc énorme. Par contre, la critique les a descendus en flammes. Comédie Centrale a vu le premier et a dit ouais, on n'est pas sûr qu'on va finalement faire le 2. Et la critique, à l'époque, ça titrait c'est dangereux pour la démocratie. Enfin, voilà, c'est l'audience a accroché, et c'est là qu'on voit à quel point l'audience, c'est ça qui fait tout, parce que c'est eux qui les ont portés, et heureusement que ça a marché. Mais Comédie Centrale était pas trop chaud. Quand ils ont vu le 2e épisode, je crois que c'est Musclor 4000+, là ils ont commencé à dire bon ok, on tient un truc, allez on va faire 6, 7, 8 épisodes. Mais la critique était juste outrée, on en parlait en prime time. Enfin, le premier épisode s'appelle Cartman a une sonde anale, quoi. On est en 97. Non, il n'y a pas ça à la télé. Et oui, les gens s'inquiètent pour les enfants. Et les gens s'inquiètent pour, en plus, l'avenir de l'Amérique des États-Unis puritain. Et les gens pensent que ça va mettre un terme à la démocratie, ouais. Oui. Ça fait peur, ouais. Mais l'audience adore. L'audience est là, par contre. Et comment Trey Parker et Matt Stone vivent justement l'arrivée de South Park sur une chaîne comme Comédie Centrale ? Est-ce qu'ils ont la pression ? Est-ce qu'ils ont peur ? Ou en fait, ils n'en ont rien à cirer et, voilà. Quand on les regarde, on a tendance à penser qu'il n'y a pas grand-chose qui les inquiète. Ils ont su rester eux-mêmes. Ils n'ont pas fait de concessions. Et on l'a dit, la Fox voulait retirer des trucs, ils ont dit non. MTV voulait un programme plus enfant, ils ont dit non. Ils ont changé la méthode de prod pour s'adapter à plus vite, plus d'actualité. Non, je pense qu'ils ont su faire ce qu'ils étaient, ils ont su garder leur opinion et ils le font toujours. Et on est toujours à la saison 24. Et ils n'ont fait aucune concession en 24 ans, donc, et ça marche. Ouais, ça marche. Donc ils ont bien fait. Et ils travaillent beaucoup. On va regarder un petit magnéto, justement, parce qu'on pourrait imaginer que leur vie, c'est que de rigoler, etc. Ah non, je pense que c'est... Mais ils nous l'expliquent qu'ils travaillent énormément. It's not fun to do, and you know what? South Park was never fun to do. It's hard work, you know. And what it's not fun to do. It's really not fun to do. But what the kids always want to hear, you know, we go on MTV, and the kids always want to hear is, yeah, you know, we just get drunk and we get high and we party and we come up with stuff, you know. And it's like that's not no. true. We get up really early, and if we got drunk, there would be no show. Right, exactly. There'd be nothing on. But we go, we get a coffee, we show up to work early, and we work super hard and almost kill ourselves almost every season to try to get it on the air.
Voilà, c'est pas aussi drôle qu'on pourrait le penser. En tout cas, nous, on s'amuse bien à le regarder. Ouais. Mais au-delà de s'amuser, South Park, c'est aussi, on va dire, une nouvelle forme de satire, je pense, en tout cas dans l'animation. Quand South Park arrive, c'est tout nouveau. Alors, quand South Park arrive, il y a eu les Simpsons avant. Il n'y aurait pas South Park sans les Simpsons. Je pense que les Simpsons, c'est les premiers à vraiment avoir mis la satire... On a parlé de la télévision post-Simpson après. Il y a eu les Simpsons, c'était de la satire. La politique, ça devenait drôle. Ce que South Park a amené qui était nouveau, c'était la caricature, surtout. Ils ont beaucoup joué là-dessus. Mais oui, ils font partie des premiers de la satire. Et toute la télé, après, a été modifiée. Entre les Simpsons, South Park et tout ce qui s'est passé après. On va en parler, ouais. Toute la télé américaine est devenue une télévision satirique. Et ça a ouvert la voie à des émissions en public comme ça, le Chappelle Show, le David Letterman Show, tout ça, c'est venu de ce petit dessin animé qu'on pensait être un truc un peu pour les gamins quand même, et puis pas très sérieux. Mais en fait, ils ont ouvert la voie à des trucs extrêmement sérieux et sur le politique. Mais subitement, on s'en moquait. Et c'était satirique. Oui, parce que c'est vrai, on avait les Simpsons qui déjà... Ouais. Les Simpsons s'attiraient à boulet rouge sur certaines choses, etc. Ouais. Hein, mais c'était choquant au début, les Simpsons. C'était très choquant. Mais quand South Park arrive, ils font presque passer les Simpsons pour une série pour enfants. C'est ça, c'est le papa et l'enfant terrible, quoi. C'est ça. Ils ont fait incroyable. Tout en plus, quoi. Ils ont repris ce qu'il y avait, mais ils ont mis leur patte à eux et ils ont fait en plus. D'ailleurs, ça donne une scène géniale dans un épisode de South Park, justement, où ils parodient les Simpsons et où Bart, enfin la parodie version South Park de Bart, parle avec Cartman des pires coups qu'ils ont pu faire. Et quand on les met face à face et que Cartman raconte l'histoire de Scott Tenorman à Bart Simpson, il fait oh, ok, tu gagnes. Ouais, ça va beaucoup trop loin pour. Les Simpsons, c'est gentil, c'est Disney presque à côté. Oui, Disney avant l'heure, j'ai envie de dire. Ouais. Mais en même temps, ils sont beaucoup pleins de la pression que ça avait mis aussi. Il y a cet épisode, en effet, les Simpsons l'ont déjà fait, et de ce truc très difficile de pas faire. De pas faire les Simpsons, parce que ça a été tellement un gros truc juste avant, parce qu'ils les Simpsons, c'est pas 89, ils sont arrivés en 97, donc ça a été tellement un gros truc qu'il a fallu réussir à se démarquer tout en ayant, il a fallu sortir de l'ombre du papa, quoi. Ouais, exactement. Donc, et ils ont très bien réussi. Et toi, William, comment tu fais pour adapter, justement, on parlait de caricature, de satire, ça doit être difficile d'adapter ça à notre langue et aussi dans nos codes, etc. Comment ça se passe ? Il y a plusieurs degrés de boulot. Alors, je suis un peu comme eux, il ne faut pas croire que je me marre tout le temps. Je suis un gros bosseur aussi. Il y a plusieurs degrés. Je vois tout de suite quand ça peut fonctionner en France. C'est-à-dire que si on a tout de suite la référence, je ne me prends pas le chou, je mets la référence américaine. Bon. Mais si je vois que ça ne va pas passer, j'essaie de trouver un biais, soit pour expliquer, soit pour mettre autre chose, enfin quelque chose qui nous parle plus, mais qui reste quand même dans le contexte américain, parce qu'il n'y aurait rien de pire que d'amener un contexte français dans un truc américain. C'est ce qui sort complètement de l'histoire en général, quand on met, comme j'ai pu entendre dans une série, Michael Jackson, c'est le Claude François Noir. Moi, ça me sort du contexte, quoi. C'est pas possible. Donc, j'essaie à la fois de respecter ce que font Matt Stone et Trey Parker, de l'inclure dans un contexte qui peut être compris par le public francophone. Et puis après, je fais les choses à ma sauce. Quand je vois qu'un jeu de mots est adaptable, je l'adapte. Quand je vois, quand il me tombe sur la tête, des trucs du style « Hey, I've got the best joke ever », comme avec Fish Dicks, je vais faire comment ? J'ai fait avec. J'ai eu Free Hat aussi, j'ai fait un truc totalement tiré par les cheveux. Mais voilà, j'essaie de respecter le programme, de respecter le boulot qu'ils ont fait eux avant moi, parce que s'ils n'étaient pas là, je ne serais pas là, hein, et c'est la moindre des choses de les respecter. Et j'essaie d'apporter ma patte, mon humour, l'humour que je connais de mes petits camarades comme Christophe Lemoine, Thierry Vermut, Marie-Laure Beneston, qui sont à l'origine avec Gilbert Lévy. Avant, il y avait Henri Courceau et malheureusement Jean-Michel Martial qui est plus avec nous. Pierre-François Pistorius nous a rejoint à sa place, à la place de Courceau. Je connais leur humour, je connais la façon qu'ils vont avoir d'interpréter les trucs, je les imagine dans le personnage. Et je crois que la sauce prend parce qu'on se connaît bien, ça fait 24 ans qu'on fait ça, et
Non, parce que voilà, adapter une série, on va parler de l'adaptation française tout à l'heure et de votre travail, mais là, c'est encore, pour moi en tout cas, encore plus touchy sur un humour tel que celui-ci. Je ne sais pas ce que tu en penses, Apolline. Toute la problématique, c'est que c'est très américain et qu'en effet, c'est un humour très spécifique. Et surtout qu'ils ont pris un pari que les autres sitcoms, pour le coup, n'ont pas du tout, c'est qu'ils sont très, très liés à l'actualité. Ouais. Je crois qu'on parlera de la façon dont ils font, mais ils font ça très, très vite, donc c'est très lié à l'actualité. Et oui, non, j'imagine le boulot pour réussir à garder ça. Enfin, pour moi, je le regarde en anglais parce que c'est comme ça que je vois les États-Unis, mais c'est très lié, c'est un programme américain, et cet humour et cette actualité, et tout ce langage de petits jeunes des États-Unis, enfin, c'est le ton particulier de South Park. Oui, tu parles du ton, et c'est un ton qui est, paradoxalement, dès le début, qui est très apprécié par Hollywood. Ouais. Hollywood devient fou de South Park, alors qu'en fait, South Park, c'est l'anti-Hollywood. Il le dézingue en permanence. Comment ça se fait ? On parlait tout à l'heure de George Clooney, qui est un des premiers fans de South Park puissant, on va dire, et qui se fait déglinguer dans l'épisode où ils reprennent son speech aux Oscars ou à je ne sais plus quelle cérémonie, avec le nuage de condescendance des Californiens qui planent au-dessus de la ville. En fait, il se donne aucune barrière. Tu vois, aller mordre la main qui t'a donné à manger, ça les dérange pas, parce qu'en fait, ils partent du principe que si tu te moques de quelqu'un, il faut pouvoir te moquer de tout le monde, sinon ça se vaut plus, tu vois. Et Hollywood, c'est dans le viseur direct. George Clooney fera un chien dans la série. Super gay. Oui, donc c'est assez incroyable, parce que justement, tu parles de George Clooney, mais après, il y a tout Hollywood qui veut venir aussi même doubler dans South Park. Ça ne sera pas finalement. Ouais. Ils ont abandonné ça très vite. Voilà. Les premiers épisodes, on a des guests qui sont là, mais ils se sont très vite rendus compte que il fallait caresser un peu les guests dans le sens du poil. Mais ils ont eu des super invités, en effet. Ils ont eu Clooney, en début, il y avait un plateau incroyable, et ils ont laissé tomber ça parce qu'ils veulent garder leur liberté de ton, quoi. Ils se décrivent comme étant libertariens. Alors, c'est une position politique, c'est un truc, mais globalement, on veut parler de tout. Voilà, donc non, on ne veut pas être gentil. Et puis nous, on va arriver à la cérémonie des Oscars, d'accord, parce que bon, il faut quand même aller faire les Oscars. Mais on n'aime pas ça, donc on va y aller en robe, déguisée en Jennifer Lopez, et puis on va arriver sous acide, parce que tant qu'à faire, et puis on va se moquer d'eux. Alors oui, l'anecdote, c'est qu'ils arrivent à la cérémonie des Oscars 2000, habillés en robe, tous les deux, et ils vont répondre aux questions que par des banalités, comme c'est une soirée incroyable. C'est ça. Et ils vont jamais répondre à une question sérieusement. Non, on n'aura rien. Ils sont défoncés. Et en plus, ils arrivent très visiblement défoncés, et puis ils disent, quand on est arrivé, il y avait 50% d'Hollywood qui nous a regardés en disant... Mais c'est une honte, c'est scandaleux, qui nous regardaient comme ça. Et puis, il y avait les autres qui ont compris et qui ont trouvé que c'était génial et qui ont applaudi. Et c'est tout le paradoxe, quoi. On aime les détester, mais ils ont une place évidente dans le paysage hollywoodien et dans le paysage de la télévision, quoi. Alors, c'est incroyable, parce qu'ils vont même gagner un prix face à Bono. Et Bono qui est dézingué dans un épisode vraiment où là, on ressent de la détestation. Ils le disent même en interview. Non, c'est pas qu'on l'aime pas, c'est qu'on le déteste, et ils vont faire la même chose avec Barbra Streisand, et je vous propose de les écouter parce que, voilà. Speaking of people that would be angry at you, Barbra Streisand, you guys have gone after Barbra Streisand time and time again. You seem to enjoy mocking Barbra Streisand. It's not we're not mocking Barbra Streisand, we hate her. We hate her. And it's like people are always like, don't you get sick of making fun of hating Barbra Streisand? It's like, no, you get sick of hating Satan? No. Right. When you see evil, you must fight it. You must destroy evil. That's what we actually view our job, like people don't, we are kind of freaky because we do view our job as we are fighting the good fight against evil. Yeah. Whether it's Barbra Streisand, or politicians, or Academy Awards, we fight the good fight. Voilà, donc on voit bien qu'ils ont aucun scrupule, aucune pitié, ils s'attaquent à tout le monde. Mais c'est d'autant plus étonnant que ça se voit un peu dans toutes les télés, mais aux États-Unis encore plus, où tout le monde s'adore. C'est toujours la grande famille. J'ai adoré ton film, j'ai adoré machin. Eux, ils arrivent à la télé, nous, on déteste Barbra Streisand, qui est quand même une personnalité aussi très influente et très puissante à Hollywood. Et eux, ils s'en fichent complètement. Et ça se ressent dans les saisons les unes après les autres, toutes les thématiques qui leur plaisent pas, et même celles qui leur plaisent parfois. Ils arrivent à se moquer de tout. Et quand ça va trop loin, ils ont toujours une contre-attaque jusqu'après.
Je pense à ce qui s'est passé, par exemple, avec Isaac Hayes, qui incarnait Chef dans les premières saisons. Et qui va partir Ben oui, parce qu'il est vexé. Ben, en fait, c'est ça, c'est que... Ouais, alors ça m'amuse beaucoup parce que ça ne me touche pas, mais à partir du... Parce que Isaac Hayes était scientologue. Et donc, lui, se moquer de tout le reste, ça ne le gênait pas. Mais à partir du moment où ils ont commencé à attaquer la scientologie, là, il était gêné. Donc, ils se sont séparés en mauvais termes. Et après, ils ont fait un épisode où ils font de Chef un pédophile absolument horrible. Ouais, c'était assez étrange. L'épisode est super bizarre, mais ils s'en débarrassent en fait en utilisant des vieux extraits d'Isaac Hayes utilisés de précédents épisodes. Et il se débarrasse du personnage et il montre que si on plie sur un sujet, on devra plier sur d'autres ensuite. Donc il lâche rien. Et d'ailleurs, c'est sa chanson qui gagne face à Bono, dont je parlais un petit peu avant. Et après ça, il me semble que la scientologie mandate des espions pour trouver des dossiers sur les deux créateurs. Et au final, ils s'aperçoivent qu'ils ne trouvent rien. En fait, que les mecs ont des vies super calmes, ils font que bosser, ils n'ont pas de cadavres cachés dans un placard. C'est vraiment c'est incroyable. Et justement, est-ce qu'ils se sont fait des ennemis La scientologie. La scientologie déjà, en particulier. Clairement, certaines associations religieuses, les Mormons. Parce que les Mormons, oui, après, tout ce qui est religieux, on va dire, d'une manière générale, ils se sont fait des ennemis là-dedans, mais je parlais plus au sein d'Hollywood, à proprement parler. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont dit, South Park, ça y est, il faut que je fasse un maximum de choses pour les dézinguer, quoi? J'ai pas l'impression. Ils sont difficilement touchables, quand même. Ouais, et puis je pense que les gens se rendent compte qu'ils ont intérêt à ce qu'on parle d'eux. On a une époque où les gens ont compris qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise presse et la caricature, c'est devenu un truc tout à fait accepté. Les gens ont appris à rire d'eux-mêmes, ils acceptent d'aller sur des plateaux, maintenant se moquer d'eux-mêmes, montrer leur pire travers. Non, j'ai pas vraiment l'impression. Les critiques, elles sont venues de gens très conservateurs et tout, qui étaient très, très choqués. Mais même aujourd'hui, est-ce que ça choque encore aujourd'hui autant? Mais dans Hollywood, non, j'ai pas l'impression qu'ils soient aussi mal perçus que ça, quoi. C'est deux gamins, et comme on inviterait un enfant sur un plateau télé, on lui dirait dis que l'autre il est gentil, il va pas le dire, on le sait, mais en même temps c'est ce qu'on attend d'eux. On les invite pour ça, on les invite parce qu'ils n'ont pas de langue de bois et qu'on a envie, c'est Stan et Kyle qui passent à la télé et qui vous donnent votre avis. Et non, ils vont pas dire qu'ils aiment Barbra Streisand, ça c'est sûr, mais en même temps on est blessé dans son ego, mais j'ai l'impression que les gens aiment bien et jouent le jeu, quoi. Oui, parce que c'est presque un honneur. Voilà, c'est un honneur, quoi. Après, c'est un honneur particulier, parce qu'il y a des gens qui sont... c'est un honneur Tom Cruise, justement, c'est l'épisode sur la scientologie. Tom Cruise qui sort du placard. C'est peut-être un de ceux qui ont le plus mal réagi. Justement, c'est lié à la scientologie. Il est tellement surprotégé en temps normal par son organisation qui est toujours au-dessus de lui et qui fait comme un milieu stérile, tu sais, autour de lui, où on peut rien lui dire, rien lui faire, etc. Et lui, ils le mettent dans le placard pendant tout le... Et ils veulent pas sortir. Ils veulent pas sortir du placard. Et on a aussi Kanye West qui Kanye West, il prend cher. La tête. On a eu Steve Jobs. Mais à peu près Jeff tout le monde, Bezos, Jeff Bezos aussi, qui est et puis on a eu Michael Moore qui les avait quand même invités, et on les attendait pas là, et ils sont venus, et ils ont quand même réussi à sortir en disant on n'est pas du tout contents, donc il est repassé. Mais les gens se sont faits à cet humour, et je pense que les gens ont beaucoup plus de recul. Quand je dis les gens, je parle d'Hollywood, ont beaucoup plus de recul sur le fait que ça leur fait quand même de la presse et qu'on aime bien maintenant les travers des célébrités, on aime bien les travers des politiques. South Park, on est dans une série d'animation qui n'est pas pour les enfants. Qui n'est pas pour les enfants, non. Très clair. Non, qui plaît aux enfants, mais qui n'est pas pour les enfants. Mais qui n'est pas à destination des enfants. Non. On est dans de la caricature, on est dans de la satire, on est aussi. Il y a un côté très politique aussi dans South Park. On est presque maintenant dans le journal télé ou dans l'émission politique du soir, ça a beaucoup changé par rapport au début. Au début, Exactement. Il y avait très peu d'actualité. Ils auraient pu le faire, parce qu'ils produisaient extrêmement vite, donc ils auraient pu parler d'actualité, mais ils n'en parlaient pas. Mais parce que c'est la règle dans les sitcoms. Normalement, on ne parle pas trop d'actualité, parce qu'on veut que ce soit rediffusable en boucle constamment, et on peut regarder les saisons 10 ans après. Et ils sont complètement sortis de ça, et on peut regarder South Park comme on regarde les infos du soir. Là, la saison 24 qui commence par le pandémique spécial, c'est clairement qu'est-ce qui s'est passé dans le monde cette dernière semaine, et ils ont vraiment pris ce pli de l'actualité. C'est devenu un JT, en fait. C'est un peu nos guignols de l'info, quoi.
quoi. Mais c'est c'est le petit JT de qu'est-ce qui s'est passé dans la vie politique, dans la vie culturelle. C'est la vie des États-Unis, de toute façon. C'est les États-Unis, filmés et sous vos yeux. Et qu'est-ce qui fait que, justement, ça a changé? Parce qu'à la base, on n'était pas sur une réaction d'actualité. La méthode de production, je pense. Parce que le côté, on coupe les morceaux de papier et on monte tout à la main. Et ça, c'est resté sur les deux premiers épisodes. Les deux premiers, après, ça a vite changé. Ouais, après, c'était une animation plus traditionnelle. Et à partir du moment où ils informatisent la chose, ça permet d'accélérer quand même pas mal de processus. Parce que, oui, comme tu disais, les premières saisons, c'était très... Ils informatisent dès le début, dès la première saison. Oui, mais leur process de 6 jours pour produire un épisode, ça c'est quand même arrivé... C'est pas arrivé dès le début, c'est arrivé un peu après, parce que les épisodes étaient plus longs à produire initialement. Et je pense que ça a quand même vraiment contribué à ça, parce que le côté très, très actualité, très politique, il arrive quand même plus tard. Clairement. Après, il n'arrive pas à la fin, mais je crois que c'est après Obama. Oui, je pense que c'est l'élection d'Obama, je crois. Ouais, je crois que c'est l'élection d'Obama où ils ont quand même le lendemain sorti l'épisode. Alors, ils l'avaient fait en amont. Ils ont pris un pari. Ils ont dit il va gagner, voilà. Et je crois qu'après ce tournant-là, ils ont commencé à parler d'actualité. Mais on a toutes les premières saisons. Non, il n'est pas du tout question de parler d'actualité. Mais parce que je pense qu'ils étaient encore très tenus par le genre d'avant. À quoi ça ressemble et par les Simpsons en particulier. Alors, je dis les Simpsons tout le temps, mais parce qu'il n'y avait que quasiment à ce moment-là. Et ils ont su prendre, je pense que le coup de génie, ça a été ça, c'est de ne pas se laisser mourir en faisant encore de la sitcom d'animation, en continuant, en faisant ce qui avait toujours été fait. Ils ont renouvelé le genre à ce moment-là en se disant non, nous on prend un pari qui est différent, alors ce sera moins revendable, ce sera moins rediffusable, c'est plus périssable, mais on colle à l'actualité et on ne va plus regarder South Park comme on regarde un dessin animé le soir. On va regarder ça comme on regarde un petit show politique. Et puis il faut voir aussi que les shows caricaturaux et satiriques politiques, ils ont décollé aussi à ce moment-là. Le politiquement incorrect, tout ça, ça marchait bien. Mais je pense que c'est un peu le coup de génie qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont su ne pas se laisser enterrer, parce que ça aurait pu passer, quoi. L'intérêt aurait pu passer. Les gens avaient compris, OK, c'est trash, c'est vulgaire. Ils ont amené beaucoup d'autres persos aussi. C'est l'une des seules séries qui a fait ça, qui a amené autant de personnages, autant de nouveaux trucs. Donc, non, je pense que ça a été réfléchi. Mais il y a quand même de génies derrière qui savent ce qui marche, qui savent trouver leur public, et un système d'écriture qui est assez dingue derrière. Et justement, la force, c'est qu'ils sont... depuis le début jusqu'à maintenant aux commandes du show. Ouais, et voilà, ouais. Et on va regarder un magnéto où justement il nous parle par contre des attentes des gens par rapport à tout ce dont on parlait. Right now we're in an interesting dilemma because we have this reputation for attacking or talking about current events. Right. And we've both gotten dozens of emails about can't wait to see what you guys do about Hurricane Katrina. Yeah. And we're in this dilemma because we think that we could make a great episode where a flood comes to South Park or some kind of natural disaster. But the expectation that we're going to do it puts us in a weird position. I just want to do something else. I don't know if we're going to do it. What I loved about Monty Python was every time you tuned in, you no idea where you were going. Yeah. And TV today is like, well, are you going to watch tonight? They're going to do this, and that's the way it's promoted. And we've always been like, we always like the South Park episodes where it starts here and then, you have no idea where you ended up. Voilà, donc c'est vraiment particulier. Tu parlais de la méthode de travail tout à l'heure, c'est 6 jours pour produire un épisode, donc c'est ce qui permet d'être vraiment dans l'instantanéité ou presque de l'événement. Il y a un autre show qui fait ça en animation à ce point Aussi vite? Non, je crois pas. Il n'y a pas, hein? Non. Et Non, et qui est cette esthétique non plus d'ailleurs. Voilà, parce que l'esthétique de South Park au départ, elle a aussi un peu interpellé parce qu'on se disait. C'était moche. C'est moche, quoi. Les gens disaient ça des Simpsons aussi. Oui. Aussi, oui, c'est vrai. Ouais. Mais là, alors les 2 premiers épisodes de South Park, c'est quand même vraiment très. On voit presque le monteur qui fait tomber les bouts de carton et tout. Enfin, mais c'est ce qu'ils voulaient. Ils ont voulu. Ça leur permettait de tout dire, quoi. Ça leur permettait de pas être pris au sérieux. Et on n'avait pas trop d'attentes. Et c'est bien parce que quand on amène des petits bouts de papier et tout, ça leur a permis... Ouais, on n'attendait rien de ça et finalement, ils ont sorti un super truc. Évidemment, ça s'est professionnalisé. Mais ils ont gardé globalement la même méthode. C'est toujours plus ou moins la méthode du papier découpé, sauf que c'est un ordinateur qui le fait, le papier, il est là, et puis on fait des trucs comme ça. Mais je ne crois pas qu'il y ait d'autres gens qui fassent des choses aussi rapides, ni qu'il y ait d'autres sitcoms qui collent autant. Parce que après eux, il y a eu beaucoup de gens. Mais ils sont vraiment engouffrés là-dedans. Mais il le dit plus ou moins, on est là où on ne nous attend pas, quoi. Donc, et c'est ça qui est fort. C'est ça qui est très fort. C'est usant aussi pour eux, parce qu'au fil des saisons, le nombre d'épisodes
diminue énormément, d'épisodes par saison diminue énormément. Réussir à maintenir ce rythme-là, avant ils faisaient deux parties de saison. Tu sais, ils enchaînaient plusieurs épisodes, ensuite ils faisaient un break de plusieurs mois, ensuite ils reprenaient. Maintenant, là, les dernières saisons, c'est même plus ça. C'est 10 épisodes. Voilà, une dizaine d'épisodes faits à la suite et ensuite ils arrêtent. Tu te rends compte, t'es quasiment 24 heures sur 24 en studio et eux, ils supervisent tout en plus. Ouais. C'est un travail titanesque. Et maintenant, j'aimerais qu'on aborde une partie importante de South Park pour nous, c'est l'arrivée de South Park en France. William, je me tourne vers toi parce que tu es aussi une des personnes qui fait qu'on a South Park en France. Et surtout, il est bon de le rappeler, moi j'ai connu d'abord en VF, et c'est une VF qui est excellente. Vraiment, je te félicite et je félicite tous les comédiens qui sont avec toi parce que, comme je le disais tout à l'heure, même si c'est en français, et pourtant c'est un humour très spécial, très américain, très ancré dans son territoire, pourtant on arrive à le comprendre. Je ne sais pas ce que tu en penses, Romain. On arrive à le comprendre, on arrive à le saisir, on arrive à en rire, et on arrive à... Ça ne dénature pas le propos. Donc j'aimerais savoir comment tu es arrivé sur South Park. Tu nous l'as expliqué tout à l'heure, mais je sais que ça n'a pas été simple, l'arrivée de South Park en France. Non, parce que, en fait... Ce que je disais tout à l'heure, heureusement qu'il y a eu une dame comme Françoise Raymond qui était directrice des programmes en animation, celle qui a certainement, je ne sais pas à 100%, mais je pense que c'est elle qui avait amené les Simpsons également. Elle était plus ou moins à la tête d'Ellipse Anime, enfin c'était vraiment un ponte, une dame très très importante et très très pointue dans l'animation. Elle a repéré South Park et elle voulait absolument que ça vienne sur Canal. Et quand elle nous l'a donné, bon, moi, je disais tout à l'heure, je sortais d'une série animée pour Disney, j'avais mes codes, je faisais ça depuis 10 ans déjà. Et j'ai fait une première traduction, et elle m'a dit, ça va pas du tout. Donc, alors, c'est pas que ça n'allait pas au point de vue synchro, que ça n'allait pas au point de vue dialogue, mais elle m'a dit, vous êtes vraiment en dessous de ce qui se passe dans l'anglais. Nous, on passe derrière les nuls. Les nuls ont déjà fait beaucoup de dégâts sur la chaîne. Si South Park arrive et fait moins qu'eux, ça va pas le faire. Donc on a discuté de choses. Elle me dit, imaginez si De Greff rentrait dans mon bureau pendant qu'on parle, ce serait terrible. On parlait de choses comme la sonde anale, comme une dame très très BCBG avec un collier de perles. C'était très très drôle. Et c'est elle qui m'a autorisé à aller jusqu'à ça trouve le cul ou des choses comme ça qui sont devenues des phrases un peu, des gimmicks français de South Park, parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'aller en dessous d'un certain level, quoi. On ne pouvait pas aller en dessous. Et puis après, il suffisait de respecter ce que faisaient les Américains, quoi. Respecter Masson et Trey Parker. Ils ont un génie d'écriture, ils ont un génie du timing aussi. Les silences dans South Park sont magnifiques. Le regard atterré des enfants sur le monde des adultes, toutes ces choses-là sont même pas à traduire. Alors déjà, de ce côté-là du boulot, je suis tranquille. Et quand arrivent alors soit les jeux de mots, ça j'ai un esprit suffisamment tordu pour trouver assez facilement les jeux de mots, parce que je viens d'une famille où c'est un petit peu ancré, quoi. Et sinon, pour tout ce qui est typiquement culture américaine, j'ai une partie de ma famille aux États-Unis, donc quand j'ai pas la référence, je prends contact avec mes cousines qui sont très très branchées South Park aussi. Elles adorent ça, elles adorent la série. Elles me disent mais ça c'est en référence à tel truc. Il faudrait. Et j'essaye d'arriver à trouver des billets pour faire comprendre, surtout pas ramener en France, jamais, ce que je disais tout à l'heure, parce que ça c'est terrifiant. Et puis bon, j'ai peut-être réussi à faire marcher un truc sans le vouloir, quoi, je sais pas. Hein. Ah non, mais ça marche très bien. ça marche très très bien. Et justement, quand tu vois dès le départ la vulgarité, le côté outrancier, est-ce que t'es choqué ou tu te dis ça va jamais passer? À vrai dire, moi, ça m'est égal. Je ne suis pas quelqu'un de vulgaire dans la vie, ni de grossier, mais ça ne me gêne pas. Je raconte toujours une anecdote, parce que mon fils, qui est né en 93, il était tout petit quand j'adaptais South Park, mais il venait dans mon bureau. Il venait voir son papa dans son bureau, et puis il voyait les animations. Donc, j'ai montré quand même les trucs montrables à un enfant de son âge, et je lui disais, tu vois, le gros monsieur, là, il est pas gentil. Hein. Et mon fils n'a pas dit un gros mot avant l'âge de 10-11 ans.
parce qu'il voulait pas ressembler à Cartman. Donc il y a peut-être un petit truc. Je me suis servi beaucoup de ce que ma fille était plus âgée. Je me suis servi beaucoup du langage de mes enfants. Je me suis servi beaucoup de tout ce que je voyais dans ce que ramenaient les copains de ma fille et quand ils parlaient ensemble. Je ramenais des choses comme ça qui étaient plus forcément de ma génération, mais qui me permettaient d'avoir un regard plus actuel sur ce qui se faisait dans les cours de récré, quoi. Je me servais un petit peu de ce que j'avais autour de moi. D'accord. C'est très intéressant. Toi, Romain, tu as commencé South Park en VF ? Alors j'ai commencé South Park en VF, donc ça arrive en 98 en France, donc j'avais 13 ans, et j'avais pas Canal. Donc en fait c'était un camarade de collège parce qu'on en parlait entre nous, tu vois, et c'était le truc un peu interdit South Park, ça choquait les parents, donc il me l'enregistrait sur VHS et il me faisait, au bout de 3-4 épisodes, il me passait la cassette, et c'est comme ça que j'ai découvert. Et je vais pas mentir, moi South Park, ce qui m'attire à cet âge-là, c'est la vulgarité, c'est les trucs qu'on voit pas ailleurs, tu vois, un dessin animé. Ouais, mais là, c'est un truc pour les grands, tu vois, et c'est ça qui est intéressant. Mon opinion sur la série a totalement évolué en même temps qu'elle, en fait, et je me suis plus intéressé aux références d'actualité, aux références à la culture américaine, tout ça, mais à la base, c'est la vulgarité. Et c'est vrai que je me suis toujours dit, quel casse-tête, parce que je suis assez proche de la culture américaine et je me dis quel casse-tête ça doit être d'adapter ces références-là en français et arriver à les expliquer, parce qu'en plus il y a un timing. On ne peut pas faire pause et avec une bulle de texte à l'écran qui dit voilà, là, ça fait référence à ça, tout ça expliqué. Il faut agir vite et il faut faire ça succinctement. Et c'est très impressionnant. Ben, merci. C'est gentil. Comment est perçue l'arrivée de South Park en France, Apolline ? Eh bien, alors ça, je ne sais pas. Moi, je ne l'ai pas vécu pour le coup. Moi, j'ai découvert South Park en VO. D'accord. Alors, quand South Park a commencé, j'avais 8 ans. Hein. Donc, moi, je fais partie de ceux à qui on disait non, on n'a pas le droit de regarder South Park. Donc, moi, j'ai découvert en VO. Et justement, l'une de mes questions, c'était mais quand je le voyais en VO et pas traduit, c'était mais comment ça a pu prendre en France, en fait, parce que c'est tellement un truc américain, les références, je les vois. Mais donc, pour le coup, l'arrivée en France, alors ça a marché. Ça, c'est une évidence, puisque c'est encore là. Mais moi, je ne l'ai pas vécu. Alors, vous étiez là, donc... Est-ce que ça a déclenché les mêmes phénomènes que ça a eu aux États-Unis ? Est-ce qu'on en a parlé autant ? Est-ce que la presse... Je sais que ça a dérangé. Est-ce que la presse a été choquée ? Est-ce que, ça a choqué beaucoup de gens, quand même, South Park, parce qu'on était dans une série d'animation. Encore une fois, l'animation, pendant longtemps en France, ça a été cantonné aux enfants. On a eu le même phénomène avec l'animation japonaise, où les gens étaient choqués parce que ce n'étaient pas des animés qui étaient destinés aux enfants à la base. Bah là, South Park, il y a plein de gens qui l'ont pris pour une série d'animation pour enfants. Sauf que ça arrivait sur Canal+. Canal+, qui était une chaîne qui avait une identité aussi d'irrévérence, qui ose des choses. On l'a vu avec les nuls, il y avait Nulle part ailleurs, il y avait plein de choses. Donc ça s'inscrivait dans l'ADN de Canal. Sauf que oui, ça a scandalisé pas mal de monde. Et j'aimerais, je me souviens plus parce que moi aussi j'étais assez jeune, 98, j'avais 16 ans. Ouais. Donc oui, je suis vieux. Et je sais juste que je me rappelle de quelques articles et quelques magazines télé où voilà, c'était pas bien perçu. Parce qu'il y avait une vulgarité à outrance et les gens restaient juste sur la vulgarité sans voir le propos, en fait. C'est un peu ça le souci. Et tu touches un truc qui est très important, et peut-être que William pourra confirmer ou dire que je me trompe, mais j'ai l'impression que dans l'esprit global français, à part chez les spectateurs de South Park, c'est ce trait-là qui reste encore aujourd'hui. Quand on parle à quelqu'un de South Park qui n'a jamais regardé la série ou quoi que ce soit, le truc, ah oui, c'est le machin super vulgaire où il y a du caca partout et des gros mots, etc. Alors qu'en fait, c'est devenu tellement plus que ça, South Park, avec le temps. Mais il y a des gens qui n'ont jamais passé le cap de cette sortie en France et de ces premiers épisodes très pipi-caca, et très vulgaire pipi-caca. Et c'est toujours cette image qui reste dans l'esprit de certains, alors qu'en fait, on en est loin maintenant. Ah, on en est loin. Aujourd'hui, on l'a dit, on est dans une série limite politique, en tout cas, est-ce qu'on peut dire que South Park, à chaque sortie, c'est une photographie de l'Amérique ? Ah, mais mais c'est l'Amérique. C'est la vie des Américains, c'est la vie des États-Unis, ouais. C'est ce qui se passe, juste dessiné sur le papier, comme on écrirait le journal en racontant ce qui s'est passé. C'est clairement, c'est la vie des États-Unis, et semaine après semaine, depuis
depuis 24 ans. Si on veut regarder, si on veut comprendre l'histoire américaine, moi, je conseille aux gens, plutôt que d'acheter un bouquin sur l'histoire américaine, qu'est-ce qui s'est passé, mais regardez South Park, regardez les Simpsons, regardez South Park, tout est là. C'est voilà, ce qui s'est passé. Et ils ne choisissent que ce qui va rester. Ils ont ce talent incroyable de savoir ce qui va marquer suffisamment pour que des années après, on comprenne encore. Donc évidemment, il y a des références qui parfois nous échappent un peu. Moi, ça m'échappe, mais l'ambiance, elle est là. On voit le ton qui change, la pression, les angoisses, les choses qui vont bien, les choses qui vont pas bien. Tout est dans South Park. C'est la vie des États-Unis. Et là, on parle de beaucoup de choses, mais on n'a même pas parlé d'une chose essentielle dans South Park, en vrai, c'est l'humour. Parce que là, on parle de fond, en vrai, de choses qui sont importantes, politiques, on parle de caricatures, de satire, etc. Mais le truc, c'est que les créateurs ont réussi toujours à en faire quelque chose de drôle. Ouais. C'est important. Et ça aussi, encore une fois, servir le propos et l'humour avec une VF, c'est pas forcément facile pour une œuvre comme South Park. Là aussi, l'humour a été bien adapté, quoi. Bah, c'est une nouvelle fois très gentil, mais pendant que vous parliez, je pensais à des épisodes qui étaient dans les premières saisons, comme El Super Gay ou Starvin Marvin. C'est des sujets touchy quand même, l'homosexualité racontée aux enfants, ou la fin dans le monde avec ce petit éternopien qui arrive, qui s'appelle Pascal Ladal en français. C'est quand même... D'ailleurs, il y a plein de gens après qui ont été surnommés Pascal Ladal. Hein, oui, mais c'était terrible de montrer ça de façon aussi crue dans un dessin animé. On ne s'attendait pas à ça. Et pourtant, ils arrivent à faire rire avec des sujets aussi dramatiques et aussi graves, tout en n'évacuant pas le fait que ce soit grave et dramatique. Et ça, je trouve ça très très fort dès le départ dans l'histoire de South Park. Et il y a plusieurs... Quand ils font intervenir le personnage de Timmy, qui n'est vu comme un handicapé que par les adultes. Ses copains, ils en ont rien à cirer. Il lui parle comme c'est un copain. Et en fait, j'ai l'impression que le monde des enfants de South Park est un monde plus ou moins comme il devrait être, cool. Tout le monde se respecte, s'envoie balader ou sans différence. En fait. Voilà, il n'y a pas de différence. Ils sont bien là. Et les parents sont totalement cons, quoi. Que ce soit Randy ou le père de Butters ou la maman de Cartman, ce sont des caricatures de ce qu'il ne faut pas être comme parent, quoi. Et ça, depuis le départ, je trouve ça vachement fort. Et pour en revenir à ce que tu disais sur l'humour, on retrouve effectivement l'aspect des Monty Python et le délire total des Monty Python. Et ça, moi j'ai été élevé au Monty Python, quoi. Mon père était clown, j'ai baigné là-dedans, j'ai vu comment il montait ses entrées comiques, comment il travaillait le timing, les répliques, les choses comme ça. Et j'ai été nourri à ça, donc je pense que ça se ressent dans mon travail, quoi. Ça se ressent énormément. Et là où c'est super, un truc qui est très important, je trouve, c'est que c'est jamais gratuit. Parce que tu sais, il y a l'humour trash pour être trash et pour choquer. En fait, l'humour vulgaire de South Park, ou provoquant, c'est un véhicule, en fait. C'est un véhicule pour mettre le doigt sur quelque chose, comme Pascal Ladal, par exemple. C'est pas, on va se moquer du gamin qui est en train de mourir de faim en Afrique. C'est pas du tout ça. C'est de souligner justement des problèmes. Parce qu'en plus, les Américains, ils sont très... renfermés sur eux-mêmes en termes ethnocentrés, complètement. Et donc c'est aussi un moyen de souligner d'autres choses auxquelles ils pensent pas nécessairement, en les faisant rire. Parce que l'humour, c'est un super moyen de faire passer des messages plutôt que de chercher à braquer des gens. Donc c'est jamais gratuit, parce parfois on peut entendre, oui, aujourd'hui on peut plus rien dire. South Park, c'est la preuve parfaite que si, on peut encore tout dire et on peut encore rire de tout. C'est juste qu'on peut pas le faire n'importe comment. Clairement, je pense que là, tu as mis le doigt sur quelque chose de très important, c'est que l'humour et toutes ces composantes dans South Park servent un propos. Alors, c'est important, parce que, comme tu as dit, c'est pas gratuit. Et pourtant, c'est drôle, c'est irrévérencieux, ça dénonce, mais c'est toujours, en fait, bien écrit. Tu parlais de génie d'écriture, pour moi, il est aussi là, le génie de l'écriture, vraiment. Hein. Mais c'est des enfants aussi. C'est des enfants et c'est du dessin animé. Et je pense que ça passerait pas sinon. Dans le pire des cas, on peut toujours dire mais c'est juste la parole des enfants
où c'est rien qu'un petit dessin animé. Ce serait une émission, on dirait la même chose dans une émission en public avec des adultes, des gens en costume, ça passerait jamais. C'est très important, je pense, que ce soit des enfants, déjà parce qu'ils ont ce regard naïf sur le monde. Ils comprennent pas, et ça c'est génial parce qu'en effet nous aussi on est devant notre télé et on comprend pas comment est-ce qu'on peut avoir ça sous les yeux, et c'est génial d'avoir mis des enfants face à ça, quoi, ce regard super naïf qui regarde les États-Unis, qui est là à regarder les actus et qui comprend pas ce qui se passe, et ce serait venu de la bouche des adultes, déjà ça passait beaucoup moins bien. Et puis c'est du dessin animé, et puis c'est fait avec on a l'impression en tout cas que c'est fait de briquet de broc, etc. Et ça aussi c'est très important parce que in fine c'est quoi? In fine c'est juste un petit dessin animé qui part. On peut toujours dire ça, on peut toujours arguer ça, quoi. Mais du coup ça permet de tout dire. Et on rajoute l'humour et on rajoute un langage que en fait tout le monde comprend, même si tout le monde a l'air d'être un peu choqué et tout, mais en fait tout le monde comprend. Et ce biais de l'humour, ce biais de l'enfance, ce biais du naïf et ce biais du dessin animé est surtout très important parce que des sitcoms on en a eu. Il aurait été hors de question qu'ils parlent de la même façon ou qu'ils traitent des mêmes sujets. Donc c'est très important que ce soit dessiné. Pascal Ladal, qu'on aurait filmé et montré, où on aurait trouvé quelque chose de... Ça aurait été choquant. Mais déjà, ça aurait été censuré. Et puis ça aurait juste été absolument atroce, quoi. Mais voilà, là, c'est la vision des enfants sur le monde. Et ça a été un très bon truc d'avoir trouvé ces petits-enfants de cours d'école, là où les autres séries ont surtout pris des familles, des parents qui discutent. Et là, c'est les parents qui ont tort, en effet. C'est les parents qui sont risibles, qui ne comprennent pas ce qui se passe. Et les enfants ont raison, quoi. C'est l'innocence, en fait. C'est l'innocence. Et puis, en fait, c'est les Américains face à leur télé qui ont raison face à Hollywood, face aux politiciens, face à l'actualité, face au reste du monde. Voilà, toute l'Amérique est là et elle regarde les choses un peu en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Exactement, mais c'est exactement ça, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, il est temps d'aborder la dernière partie de l'émission. On va parler maintenant des héritiers de South Park ou des pâles copies. Bah oui, parce que depuis South Park, bon nombre de séries d'animation ont vu le jour. Et quand je dis séries d'animation, c'est des séries d'animation, on va dire, satiriques, caricaturales. Il y en a eu pas mal. Selon vous, qui sont les... On va parler d'abord d'une, parce que je pense qu'elle a été abordée déjà directement par South Park et a été aussi abordée par les Simpsons, c'est les Griffins, ouais. Family Guy. Donc, qu'est-ce que vous pensez de Family Guy? Est-ce que, pour vous, c'est... on sait que les gens de South Park n'aiment pas trop Family Guy, ils ont fait des trucs un peu à charge. D'ailleurs, les gens des Simpsons avaient envoyé des fleurs aux équipes de South Park pour leur dire « Vous avez raison ». C'est un épisode, je crois, où c'est des lamentins, oui, qui écrivent... de manière aléatoire, avec des boules, avec des idées... Voilà, qui écrivent des épisodes de Family Guy comme ça. Quel est votre regard sur ce type de série, Apolline? Moi, je trouve que c'est très différent. Family Guy, c'est beaucoup plus la culture américaine, dans le sens les émissions télé, les références à des séries télé, à des livres, à ce qui marche en ce moment. Ils ont beaucoup, on dirait un mème, en fait. Vous voyez, les mèmes qu'on se diffuse comme ça, c'est un peu tous les mèmes américains. Évidemment, ils sont aussi héritiers de South Park. Mais on ne peut pas faire sans. Je veux dire, South Park était là avant et a mis un tel pavé. Mais je trouve qu'ils sont très différents. Ils ont moins joué sur la caricature. Et je pense que de toute façon, l'audience répond à la question. Si ça a marché, si ça a trouvé son public, et les Griffins, ça s'est arrêté. Et puis, parce que comme quand c'était rediffusé, il y avait l'audience, c'est revenu. Donc je pense qu'ils ont quand même réussi à trouver... alors, c'est un héritier, oui, mais je n'ai pas l'impression que ce soit tellement South Park, quoi. Ils ont su quand même... mettre leur propre patte à eux. Et pour moi, c'est vraiment tout ce truc un peu intertextuel de toute la culture américaine, ce qui se fait en ce moment. Il y a beaucoup de films, ils font beaucoup de parodies de Star Wars, de choses comme ça et tout. Donc, non, moi, je trouve qu'ils ont leur place plus que certaines autres choses que j'ai vues passer après, où là, on voyait bien que, bon, ils ont essayé de surfer... comme quoi, j'ai même plus les noms en tête, tellement ça a pas duré, mais il y a eu quelques épisodes sur des gens qui ont essayé de faire des trucs beaucoup plus orientés sur la dénonciation des Mormons, ça a été censuré tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? American Dad, à mon sens, c'est déjà un peu plus une reprise de ce qui a été fait dans Family Guy, dans South Park, etc. C'est bizarre, moi j'aime beaucoup American Dad. Ah, mais j'adore, par contre. Moi, j'adore absolument. Oui, c'est plus politisé American Dad que Family Guy. Lui,
plus orienté sur la pop culture, etc. Sur les références qui amusent et qui touchaient Seth MacFarlane, en fait. Et d'ailleurs, dans South Park, ils se moquaient de ça, justement. Family Guy, c'est que des références à des vieux films ou à des trucs comme ça. Et en fait, c'est parce qu'on a tendance à vouloir tout mettre dans des cases comme South Park. C'était un peu le premier de sa catégorie, même si c'est un héritier des Simpsons, mais en allant si loin, c'était le premier. Donc maintenant, on va dire, ça, ce sont des copies de South Park. C'est juste que l'animation pour adultes s'est développée avec le temps. Et donc maintenant, il y a une offre qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus variée en termes de dessins animés, de séries animées pour adultes. Donc c'est plus forcément utile de tout comparer à South Park. Ils remplissent des cases différentes. Mais c'était intéressant parce que comme South Park a tiré un petit peu sur Family Guy, c'était intéressant de revenir dessus. C'est très difficile d'être le premier et de voir la suite arriver, tout comme j'imagine que ça doit être très difficile d'essayer de faire les Griffins après sans être comparé constamment à South Park, mais j'ai l'impression qu'ils l'admettent eux-mêmes, ce qui s'est passé avant. En effet, et puis ils se réconcilier avec les Simpsons également, puisqu'ils ont fait un crossover. Se réconcilier avec les Simpsons, et puis admettre que je pense que pour le coup, ils ont tous amené, il y a le genre de la sitcom d'animation, et ces séries-là ont vraiment amené chacune leur petite touche, et la pop culture, c'est exactement le mot. Pour les Griffins, c'est ça. American Dad est revenu avec la suite, on a ramené un peu de politique, etc. Mais on a des séries maintenant comme Bob's Burgers, que moi je trouve génial aussi. Et si on regarde, est-ce qu'on sent vraiment South Park, tout ça, les Simpsons dedans? Oui, forcément un peu, mais plus trop. Mais de loin, oui. Enfin voilà. Après, il y a eu quoi? Il y a eu des Futurama. Donc il y a eu toute la tentative de la SF qui, j'ai l'impression, a un peu moins pris. Alors pour le coup, ça, moi, j'ai pas du tout. Alors moi, je suis un grand fan de Futurama qui, pour moi, n'est pas malheureusement reconnu à sa juste valeur. Parce que, en fait, je pense qu'on attendait trop les Simpsons, un nouveau Simpson de la part de Matt Groening, mais que c'était pas du tout ça. On était dans justement quelque chose de plus adulte, entre guillemets, avec des. Vraiment, pour moi, c'est. Très très bon film. Alors que moi j'ai trouvé que c'était trop les Simpsons justement malgré tout. Je voulais que ce soit encore le cran au-dessus. Alors après qu'est-ce qu'il y a Rick et Morty aujourd'hui? Voilà, on va ouvrir le volet Rick et Morty parce que pour moi c'est la série, c'est pas un héritier ou etc. C'est juste que pour moi Rick et Morty amène encore une nouvelle chose. Le genre ressemble à ça maintenant. Yann, tu peux nous en parler, puisque c'est sur le tournage de doublage de Rick et Morty. Très peu, parce que moi, je me suis occupé simplement du lancement de la 3e ou 4e saison, je ne sais plus. La 4e. Je connaissais très mal. C'est Baptiste Le Caplin qui m'a fait découvrir Rick et Morty. Et ma fille m'en avait parlé un peu aussi. Quand on faisait le doublage de Final Space, où Baptiste fait le personnage principal, il m'avait dit, mais tu ne connais pas Rick et Morty, il faut absolument que tu regardes l'épisode du cornichon. Donc j'ai regardé Pickle Rick. J'ai regardé, effectivement, je trouve ça très très drôle. Moi, je vois pas vraiment de lien avec South Park. Je vois une autre création. C'est ça. Mais pense vraiment comme Romain disait, on est dans de l'animation pour adultes, et qui a réussi à se démarquer totalement. Exactement. Ouais. À se diversifier, à avoir... Pas se fondre dans un seul et même moule, mais plutôt à en créer des nouveaux. Par contre, je pense que tous ces créateurs de séries qui sont arrivés après peuvent remercier Trey Parker et Matt Stone, parce que je pense qu'ils ont ouvert énormément de portes sur l'animation pour adultes avec des thématiques pas forcément simples à traiter. Et après, certains ont leur niche. Par exemple, je pense à BoJack Horseman sur Netflix, qui est une série pour adultes, elle aussi, mais qui traite surtout des travers de la célébrité, de la dépression. C'est une série qui est parfois très sombre, elle aussi. Clairement. Mais c'est totalement incomparable avec South Park. Mais malgré tout, je pense qu'il y a un truc qui a aidé avec la démocratisation de South Park et sa montée en puissance. Et ça sera le mot de la fin, évidemment. Ça sera... on peut tous remercier Trey Parker et Matt Stone et encore plus les créateurs de toutes ces séries d'animation pour adultes, parce qu'on est bien content aujourd'hui d'avoir une offre aussi variée. En tout cas, je vous remercie pour cette superbe émission. C'était un réel plaisir. Et nous, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Dans la légende.